Merci à tous d'être là et merci au docteur David Harari et à sa femme Claudie de l'accompagner pour cette conférence qui, j'en suis sûre, va être très intéressante et captivante. Je vais vous présenter le parcours de monsieur David Harari. Il est né en Égypte, dans la communauté juive francophone, d'un père d'origine syrienne et d'une mère italienne. Chassé d'Égypte, vous arrivez à Paris en 1956, où vous étudiez au lycée Carnot et au lycée Chaptal. Élève brillant, vous soutenez un doctorat de physique en 1967, 4 mois après la guerre des 6 jours. Choqué par l'embargo français sur les armes à destination d'Israël, et bien que vous considérant comme un juif français assimilé, vous décidez en 1970 de partir en Israël avec l'idée de servir l'État hébreu, et vous partez bien sûr avec votre femme et avec toute une équipe. En tant qu'officier, vous commencez à travailler comme jeune ingénieur de développement au sein des industries aérospatiales israéliennes. En 1973, lors du premier jour de la guerre de Kippour, Israël perd une vingtaine de pilotes de l'armée de l'air. Survient alors l'idée qu'il faut développer une caméra volante qui informe de la situation et des zones de danger en temps réel. En 1977, vous êtes en charge de diriger le programme. C'est pour vous une chance, mais la mise en œuvre se révèle coriace, car vous précisez, il a fallu créer quelque chose à partir de rien. Grâce à votre équipe enthousiaste au sein de la société Israel Aerospace Industries, vous réussissez à mettre en place cette innovation malgré un manque d'argent et un danger grandissant. C'est en 1982 que le système des drones sera utilisé pour la première fois lors de la guerre du Liban. Fait remarquable, aucun avion israélien n'est abattu lors des combats. C'est une révélation et un succès qui vous remplit de joie, car vous avez la réalisation de vos motivations qui vous a prouvé qu'il fallait partir dans ce pays pour l'aider. On vous considère comme le père des drones, mais ce n'est pas le seul apport à la nation Israël, car votre but a toujours été le développement des relations entre l'Europe et Israël, et tout particulièrement les relations franco-israéliennes. Selon vous, l'État hébreu a besoin d'un lien avec l'Europe et inversement. Vous dites, mon but est d'aider la France à comprendre que nous avons des atouts en Israël. C'est pour ça que j'œuvre pour la coopération. Nous avons bien sûr besoin des États-Unis, mais nous avons aussi besoin de l'Europe. Vous vous engagez dans la brèche ouverte par les accords d'Oslo en 1991, qui voit le début des pourparlers entre la France et Israël. Pendant plus de 10 ans, vous œuvrez comme conseiller du commerce extérieur auprès du gouvernement français. Votre épouse à vos côtés fut pendant 18 ans l'inspectrice générale de l'enseignement du français au sein du ministère israélien de l'Éducation nationale. Depuis 2009, bien qu'à la retraite, vous continuez à renforcer ces relations économiques entre Israël et la France. Et nous sommes très fiers de vous recevoir aujourd'hui pour en parler. Car vous avez reçu de nombreux prix pour votre travail. En 2011, l'État d'Israël a décidé de vous remettre le prix d'Israël dans le secteur de l'ingénierie. Vous êtes fait aussi chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez aussi été nommé chevalier de l'Ordre du Mérite français. Sur votre initiative vous êtes lauréat du prix de la défense israélienne et du prix du marketing israélien. Sur votre initiative, Israël a décidé de participer au programme Galileo et de développer avec le CNES le satellite franco-israélien Vénus. Depuis quelques années, vous êtes coprésident du Haut Conseil à l'innovation entre la France et Israël et vice-président de la Fondation France-Israël. Non, j'ai pas fini. Ça y est, j'ai fini, ou presque. On parle souvent des drones sous l'angle de la livraison, de la cartographie, en agriculture, dans la maintenance de bâtiments ou de mobilier urbain, pour le contrôle de l'énergie des bâtiments ou plus largement les risques en matière de sécurité. Vous avez toute votre vie œuvré pour le développement de la technologie et de l'innovation. Cette innovation en Israël est à la fois un atout stratégique
économique, diplomatique. Mais vous devez nous dire maintenant comment vous considérez l'écosystème de l'innovation en Israël. Merci. Alors, merci Régine pour cette présentation. Il a dit arrête, on arrête, mais on pourrait dire encore beaucoup de choses. Il va arrêter, mais quand je vous disais que nous avions ce soir une personnalité exceptionnelle, voilà, la preuve est là. On peut encore l'applaudir très fort parce que vraiment, c'est un monsieur exceptionnel. David, à toi. Bien sûr, je savais que l'atmosphère aurait été chaleureuse, que je suis entre amis, mais tout ce que j'ai dit, je dirais parce que je suis gêné, mais en venant à Nice, et je disais à Bernard et à Martine tout à l'heure, ça me rappelle que j'ai un souvenir de Nice qui est vraiment personnel. J'avais 16 ans, et avec mes parents, j'avais écouté pour la première fois Edith Piaf au Palais de la Méditerranée. C'est comme ça que je me rappelle de Nice. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne suis pas venu plusieurs fois. Donc, en tout cas, merci beaucoup à Bernard, à Martine, d'abord, de voir que même la région sud est là. C'est bien, hein? Et merci beaucoup, Régine, merci Laurent, et merci. Et merci à vous. Merci à vous d'être venus. Effectivement, et ça je dois le reconnaître, et en toute justice, je crois qu'il faut le dire, en toute modestie, Claudie, mon épouse et moi-même, nous œuvrons pour la relation franco-israélienne parce que nous croyons qu'il est important pour les deux pays de mieux se connaître et de mieux travailler. J'estime qu'une coopération dans tous les domaines franco-israélienne peut apporter un bénéfice aux deux parties. Ce soir, je voudrais concentrer ma présentation sur l'écosystème de l'innovation israélienne. Et surtout, comment, grâce à cette innovation, comment on peut améliorer les relations entre la France et Israël, comment on peut apporter un bénéfice mutuel entre nos deux pays. Je crois que ceci est très important. Nous allons le faire rapidement pour permettre justement, après, avoir des questions, n'est-ce pas? Et on va le faire. Donc, je me permettrai d'aller un peu vite, mais j'espère que je pourrai parler de tout ce que... Honnêtement, je pourrais parler plusieurs heures, mais on va pas le faire. Bien. Une petite chose, je voudrais d'abord vous présenter, je ne compte pas parler de tout ce tableau-là de statistiques, mais je voudrais quand même que vous compreniez qu'Israël, en l'espace d'une trentaine d'années, s'est totalement développé. Je vous ai apporté là deux chiffres, enfin deux colonnes de chiffres. En 84, nous étions en Israël 4 millions. En 2018, nous étions presque 9 millions. En fait, en 2020, nous sommes 9 millions points. C'est-à-dire que nous avons doublé de la population en 35 ans à peu près. Les nombres d'étudiants dans les universités étaient de 64 000 et nous sommes donc 310 000 aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Alors, ces deux chiffres montrent quelque chose qui s'est passé. Parce que si la population a doublé en 35 ans, normalement, en point de vue démographique, il aurait fallu doubler le nombre des étudiants. Or ici, nous avons 5 fois plus d'étudiants. Il s'est passé quelque chose en Israël et c'est ce que je vais vous montrer. Un autre point que je voudrais signaler, c'est le PNB, le produit national brut par habitant. S'il était de 7 000 dollars il y a 35 ans, aujourd'hui il dépasse 41 000. Et je vais vous dire, la France est supérieure dans le PNB par habitant de 300 dollars par rapport à Israël. Donc, il s'est passé quelque chose où subitement l'économie en 35 ans a changé totalement de façon de voir, de le développement, et c'est ce que nous allons voir très rapidement ensemble là. Alors, en tant qu'ingénieur, je me suis permis d'utiliser des termes d'ingénieur. Un ingénieur aime bien découper les systèmes en sous-systèmes. Et pour moi, l'écosystème de l'innovation israélienne est composé de 4 piliers que je voudrais développer avec vous. Le premier étant le gouvernement. Le second étant l'armée d'Israël, et comme vous le savez, l'armée d'Israël fait partie de notre vie, je dirais presque de notre vie journalière.
Le troisième, c'est l'enseignement, et d'une manière large, mais je mettrai l'accent sur l'enseignement supérieur. Et enfin, l'infrastructure industrielle. Donc, nous allons prendre ces quatre piliers que nous allons étudier ensemble rapidement. Alors, le premier étant le gouvernement. Évidemment, quels que soient les gouvernements, nous avons besoin dans le gouvernement de moyens pour développer cet écosystème. Alors, la première des choses, c'est que le gouvernement, en 1965, a développé déjà, nous avions pensé qu'il fallait que la matière grise d'Israël soit développée. Et c'est pour ça qu'il a été créé ce qu'on appelle l'autorité israélienne de l'innovation. À ce moment-là, ça s'appelait, en fait, il s'appelait là, mais on le définissait par le chef scientifique de l'État d'Israël, qui était responsable de la recherche-développement civil. Nous ne parlons pas de la recherche-développement militaire ce soir, bien que c'est dual, assez souvent c'est lié en Israël entre les deux. Mais ça ne suffisait pas de créer un organisme, il fallait aussi créer des budgets. Et chaque année, le gouvernement d'Israël octroie un budget spécial uniquement pour la recherche et le développement de la civile en Israël, qui représente en gros 4%. 4,2%, 4,1%. Ce chiffre de 4,2% à peu près est le plus important au monde, en pourcentage, bien sûr, pas en valeur absolue. Et parfois, la Corée du Sud nous dépasse, et parfois nous nous dépassons, mais c'est ou Israël est le premier pays, ou le deuxième pays. Mais pour montrer, par exemple, en 2018, nous avions 430 millions d'euros qui étaient octroyés pour la recherche-développement, dont 73 millions. Je précise ceci pour vous montrer l'intérêt que le gouvernement d'Israël, les gouvernements d'Israël, parce que c'était au cours de toutes les années, les gouvernements d'Israël mettaient dans la relation internationale. Israël est un petit pays. Je pense que une bonne partie de l'Alliance connaît Israël. C'est un pays dont la superficie est 22 000 km² seulement, un peu plus petite que la Lorraine. Alors, vous voyez, donc tout ce que je vais parler ce soir, essayez de vous imaginer que vous mettez ça. C'est un peu plus grand que la Picardie. Je connais mieux la Picardie puisque mon épouse est proche de la Picardie. Mais tout ce que je vais vous dire, essayez de le mettre ça autour de Compiègne. C'est important. Bref, nous avons plus de 70 accords internationaux de partenariat. Nous les développerons un peu plus tard. Et enfin, bien sûr, il faut qu'il y ait des lois. Et la loi la plus importante que j'ai pensé qu'il fallait vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'amendement de 2005 de la loi de la recherche et développement. Cette loi-là permet de transférer toutes les recherches en Israël vers l'extérieur. C'est-à-dire, si une société internationale investit dans la recherche et développement civil en Israël, tous les droits intellectuels lui appartiennent et il peut les ramener dans son pays. Nous avons été le premier pays au monde à faire cela. Qu'est-ce qui s'est passé par cette loi-là? Eh bien, vous devez le deviner. Comme tout le monde est libre de faire ressortir la recherche, le résultat de la recherche-développement, eh bien, la recherche-développement reste en Israël, puisqu'on peut le sortir. Et ceci va nous amener, et vous allez le voir un peu plus tard, nous avons plus de 360 centres de recherche-développement internationaux en Israël. D'une manière un peu fière, je dirais, Israël est devenu un laboratoire du monde dans les différents secteurs. Et vous le verrez pourquoi. Et enfin, l'allègement des impôts pour les sociétés high-tech. Les sociétés en Israël payent 25% pour les impôts. Là, pour les sociétés high-tech, en fonction des investissements qu'ils font en Israël, la loi leur permet de payer des impôts entre 6 et 12%. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, le côté du gouvernement. Qu'est-ce que les gouvernements apportent pour ce chose? Mais ça ne suffit pas. En 91, vous vous souvenez, le rideau de fer s'est ouvert et a disparu. Et nous avons eu plus d'1 million de juifs soviétiques qui ont fait leur aliyah, leur immigration vers Israël. Et la plupart étaient des scientifiques. Il y avait pas mal de scientifiques, d'ingénieurs, de physiciens, de médecins, etc. Seulement, le pays était à cette période-là 4,5 millions à peu près, 5 millions. Et on n'avait pas de société, je parle pour les scientifiques, pour les chercheurs, pour les ingénieurs, pour pouvoir les engager.
Et il fallait pourtant leur donner du travail. Ils apportaient un savoir-faire que nous voulions essayer d'utiliser. Et le gouvernement a développé un programme qui s'appelle le programme Yozma. Yozma veut dire en hébreu initiative. C'est tout simplement, c'était le début de ce qu'on a appelé après les incubateurs et les accélérateurs. C'est-à-dire que le gouvernement donnait pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction des projets, un moyen assez scientifique de développer le savoir-faire qu'ils avaient apporté et voir s'ils pouvaient, de leur savoir, pouvoir créer une société, pouvaient développer un produit, etc. Et les incubateurs étaient au début à la charge de l'État. Mais très vite, les fonds privés se sont aperçus qu'il y avait un retour dans l'investissement très rapidement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en Israël, la majorité des incubateurs et des accélérateurs viennent du domaine privé. Vous verrez ça un peu plus tard quand on parlera de l'infrastructure industrielle. Bon, ça, je parle du volet du côté gouvernemental, mais ça ne suffit pas. Il est nécessaire de parler de l'armée d'Israël. Alors évidemment, la situation géopolitique vous amène à écouter des scoops à la télévision, dans les médias. L'armée d'Israël a fait ça, l'armée de l'air a fait ça, etc., etc. L'armée de l'air d'Israël, je veux dire, n'est pas seulement une armée de défense. Nous en avons besoin, bien sûr, mais c'est surtout, elle a une action sociale très importante qui va aider justement le développement de l'innovation technologique. Et comment? Eh bien, tout simplement de la manière suivante. D'abord, vous le savez aussi bien que moi, que nos jeunes sont amenés à partir à l'armée à 18 ans. Garçons et filles doivent être obligés d'aller à l'armée pour entre 2 ans et 3 ans, même maintenant ça a augmenté, les filles font 2 ans et 4 mois, les garçons font 2 ans et 8 mois. Mais la plupart, s'ils ont certaines qualités, vont devenir officiers. À propos, j'ai fait l'armée française et j'ai fait l'armée israélienne. Donc, l'école d'officiers, les EOR qu'on appelait de bon temps en France, n'existe pas en Israël. Tout le monde rentre 2e classe. Et ce n'est qu'après, entre 6 mois et 1 an, que les 2e classe, 1re classe, qui sont devenus entre-temps caporal, etc., sont choisis pour partir à l'école d'officiers. Donc, ça, c'est important. La plupart aussi d'entre nous, on peut être sursitaire en Israël, mais d'une manière générale, 95% de nos jeunes refusent de demander un sursis au départ, tout simplement parce qu'ils préfèrent tous aller en groupe. La jeunesse israélienne est très liée entre elles. Donc, ils peuvent tous aller à l'armée, et puis après 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction des activités qu'ils ont à l'armée, ils iront à l'université. Alors déjà, je saute sur l'université. Vous pouvez comprendre que des jeunes garçons et filles qui ont 23 ans, 25 ans et qui vont à l'armée, qui vont à l'université, eh bien, tout simplement, ils sont beaucoup plus matures. Et aller visiter les campus universitaires israéliens, ce n'est pas comme les universités que j'ai fait en France d'autrefois, c'est-à-dire l'étudiant israélien ne va pas pour apprendre une carte de resto parce qu'il peut aller après manger comme on allait nous à Mabillon, à Paris, etc. Bon, donc dès le début, ces jeunes-là de 18 ans, 19 ans ont des responsabilités. Ils font partie de l'unité combattante, ils font partie de l'unité technologique, ils ont des projets, ils doivent développer des choses. Pourquoi? Pour la défense du pays. Donc, automatiquement, leur motivation a augmenté. Leur motivation, ils savent ce que c'est de prendre une responsabilité. Un jeune lieutenant qui a une équipe avec lui sur le terrain et qui est obligé d'aller en embuscade ou bien d'aller faire une opération, il prend des responsabilités. Et ce sont des jeunes de combien? 20 ans, 19 ans. Donc, automatiquement, cette responsabilité devient importante. Le deuxième point, c'est le brassage social. Tout le monde fait l'armée. Les garçons et les filles, les religieux, les non-religieux, les druzes, qui sont une minorité. J'ouvre une parenthèse.
savez-vous qu'en Israël, 75% seulement sont juifs de la population. Dans les 9 millions, 75% sont juifs. Les 25% sont des minorités religieuses, qu'elles soient druzes, parce que les druzes, c'est une région spéciale, les tcherkesses, qui sont musulmans, mais c'est une minorité aussi spéciale. Les bédouins, n'allez pas dire à bédouin qu'il est arabe, hein. Ça, je vous assure que vous ne pourrez pas retourner chez vous tranquillement. Vous avez après les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Vous avez maintenant, depuis une dizaine d'années, une nouvelle minorité qui a exigé de l'État d'Israël une nouvelle dénomination. C'était des orthodoxes, des maronites exactement, qui étaient, je dirais, inscrits dans la minorité arabe chrétienne. Eh bien, cette minorité de 10 000 personnes ont dit non, nous ne pouvons pas être, nous, des Arabes chrétiens. Nous étions avant les Arabes ici. Les chrétiens, et c'est vrai, les chrétiens étaient avant les Arabes. Moi, je suis contre l'institution arabe chrétien, ça ne veut rien dire arabe chrétien. Et maintenant, ils s'appellent les Araméens. Et ils reprennent justement leurs origines. Ils étaient araméens. Jésus parlait l'araméen. Donc, à propos, il y a une église où la messe est faite en araméen, à côté de Jérusalem. Donc, voyez-vous, tous ces jeunes-là vont à l'armée. Bien que je parle les chrétiens qui se disent arabes chrétiens, ou les araméens et les bédouins qui ne sont pas obligés d'aller à l'armée, ils sont volontaires à l'armée, ces jeunes. Et donc, tout ce monde-là, c'est vraiment un brassage social, comme vous pouvez imaginer, ce qui est très important parce que ça fait la cohésion du peuple après. Et enfin, la formation des meilleurs. Automatiquement, on est obligé de prendre les meilleurs qui ont été à l'armée, ils vont devenir officiers, ils vont après commander, ils vont prendre des décisions. Donc, il y a automatiquement une formation qui se fait, ce qui fait que quand ils vont quitter l'armée, ils sont déjà prêts à recevoir des responsabilités dans la vie civile. En fait, en plus de cela, l'armée va faire ce que j'appelle l'octroi de compléments d'instruction. Le baccalauréat israélien est totalement différent de celui que nous avons connu en France. C'est exactement comme une licence ou une maîtrise, c'est-à-dire c'est un nombre d'unités que vous devez faire pour obtenir votre baccalauréat. Mais cela signifie, puisque c'est indépendant l'un l'autre, vous pouvez le faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans ou en 4 ans. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour avoir votre baccalauréat. Donc, il se peut très bien, et c'est comme ça parfois, que des jeunes partent à l'armée alors qu'ils n'ont pas terminé toutes leurs unités de valeur qui vont leur donner le baccalauréat. Donc, à l'armée, ils pourront suivre des cours pour compléter justement, parce que l'armée va essayer de les aider à obtenir un baccalauréat et après, éventuellement, commencer des études supérieures. Donc, mais aussi, vous avez aussi une formation professionnelle, puisque l'armée doit former des techniciens, des réparateurs pour la maintenance, etc. Donc, l'armée a un rôle important. Et enfin, l'intégration sociale des nouveaux immigrants. Israël est un pays d'immigrants. Assez souvent, des jeunes qui sont arrivés à l'âge de 15 ans, 16 ans, ne connaissent pas bien encore l'hébreu, ne connaissent pas encore la culture israélienne, ne savent pas encore s'intégrer. L'armée va leur permettre de s'intégrer facilement et de compléter leurs études d'hébreu pour pouvoir après affronter les choses. Donc, l'armée a un rôle très important que je voudrais terminer ici. Le service militaire en Israël forme les jeunes aux responsabilités et développe leur créativité et leur innovation. Et ceci quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la définition d'un entrepreneur. Cette idée-là de rechercher des solutions et de résoudre des problèmes, c'est ce que chaque entrepreneur qui veut créer quelque chose va essayer de faire. Donc, ça, c'est très important. Donc, en fait, rajouter aujourd'hui que l'armée israélienne est devenue une armée, ce qu'on appelle une armée digitale, c'est-à-dire technologique, eh bien, tout simplement, vous avez les prémices des start-up de technologie israélienne. Et c'est comme ça que les start-up israéliennes se créent. La majorité des start-up israéliennes, c'est en fait la suite de ces jeunes-là qui sont à l'armée, surtout ceux qui sont dans les unités technologiques, mais aussi les unités combattantes, parce que les unités combattantes vont utiliser ce matériel technologique. Va savoir grâce à quoi on peut avoir de l'information, grâce à quoi on peut avoir de l'observation, etc. Ceci va les amener à créer des start-up de technologie. Donc, encore une fois, le deuxième pilier pour moi de l'innovation israélienne, c'est la valeur ajoutée que nous trouvons dans l'armée israélienne. Troisièmement, l'enseignement supérieur israélien. Alors,
je vous ai dit au début qu'en l'espace de 35 ans, le nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur a été multiplié par 5 au moins. Alors, je vous rappelle, essayez de voir un peu la Picardie, essayez de voir la Lorraine, et rajoutez, mettez dedans 7 universités, 2 instituts internationaux de recherche, l'Institut Weizmann et le Technion, deux instituts de renommée internationale. Il y a 41 collèges universitaires publics et 13 collèges privés. Tout ça nous amène à 310. Et pourquoi les collèges ont été développés? À propos, j'ouvre une parenthèse, vous savez la différence entre un collège et une université. Un collège ne fait pas de la recherche. Il prépare pour les licences et la maîtrise. La recherche après pour le doctorat, etc., vont se faire dans les universités. Eh bien, tout simplement parce qu'au cours de ces 35 ans, il a fallu développer de la technologie, donc on a besoin. Aujourd'hui, malgré cette infrastructure que nous possédons, il nous manque chaque année à peu près 15 000 scientifiques et ingénieurs en Israël. 15 000. C'est énorme pour un petit pays comme Israël. Mais ceci pourquoi? Parce que le monde nous voit Israël comme un laboratoire et ouvre des centres de recherche. Et à ce moment-là, tout le monde se bagarre pour obtenir la possibilité d'engager. Un de nos petits-fils est sorti d'une unité combattante, d'une unité technologique. Il n'est pas encore ingénieur. Il a travaillé pendant que 3 ans autre chose. On lui a offert un salaire de 7 000, 7 fois 4, 28, c'est ça, 7 000 euros. Et il n'était pas diplômé. Bon, lui, il est assez intelligent de n'avoir pas été là-bas. Il est allé maintenant à l'université terminer ses études, ce que nous avons très bien soutenu. Mais enfin, pour vous montrer le manque d'ingénieurs que nous possédons, je vous rappelle quand même que nous avons pas mal de prix Nobel, surtout des prix de Turing, ce sont les sciences informatiques, 5 prix Turing pour Israël, je crois que c'est important, et nous avons la médaille Fields, que vous connaissez, vous avez entendu parler de ça en France aussi, puisque la France aussi possède ça. Bien, donc, mais ce qui est très important dans le sujet qui nous intéresse, c'est l'enseignement de l'entrepreneuriat. Les universités et la plupart des collèges technologiques enseignent l'entrepreneuriat. À propos, j'aurais dû dire aussi que dans les lycées, c'est-à-dire à partir de la seconde, on enseigne aussi l'entrepreneuriat pour ces jeunes. Et certains lycées demandent un projet à ces jeunes de seconde, la plupart du temps ça commence en seconde, de créer une société fictive. Ils sont obligés d'aller voir des avocats, ils sont obligés d'aller voir des financiers, ils sont obligés d'aller voir des banques et ils doivent présenter une sorte, ce qu'on appelle en anglais, un business plan, un plan de développement de la société. On leur enseigne ça dès le début. Et grâce à ce qui se passe après dans les universités, en fait, l'université va donner des outils. J'appelle ça une boîte à outils, qui sera un mentorat financier, juridique, un réseau de relations. En fait, nos étudiants de l'université ont déjà leur relation. Ils viennent de l'armée, ils savent qui ils vont contacter. Et puis aussi, Israël, c'est un pays où tout le monde s'entraide. Et sous forme de plaisanterie, je dis toujours que si vous voulez contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas, après 3 cours de fil, on vous met en contact avec lui. C'est un peu ça. Chacun va aider, etc. Il n'y a aucun problème pour s'entraîner. Et enfin, comment aborder, bien sûr, les investisseurs. Donc, bref, cette valorisation va amener que dans chaque université qui fait l'entrepreneuriat, il y aura des accélérateurs. Les étudiants sont obligés de rentrer dans ces acteurs et de créer déjà des startups. Il y a beaucoup de startups qui ont commencé à être créées dans les universités et dans les collèges. Et puis, nous avons les bureaux de transfert technologique. C'est-à-dire que la recherche fondamentale va être utilisée par ces bureaux de transfert technologique pour justement prendre cette recherche et la transférer vers la recherche appliquée et vers les industries. Ce qui fait, et ça c'était en France, maintenant ça commence à changer, mais de mon temps en tout cas, on parlait des mandarins, des professeurs d'université, c'était les mandarins, la recherche était chez eux, mais la plupart du temps personne ne parlait de ce qu'ils faisaient parce que on aurait pu les copier. Ici non.
50% de la valeur intellectuelle de la recherche appartient à l'université, 50% appartient à l'équipe de recherche. Ce qui fait que vous avez une motivation chez les chercheurs de développer quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons un grand nombre de professeurs universitaires qui sont millionnaires. Parce qu'ils ont développé des activités, ils ont développé des vaccins, ils ont développé des applications comme Mobileye, comme le Waze que vous connaissez, etc., viennent de l'université. Tous ces jeunes-là qui ont créé ça, eh bien, ils ont développé, ils ont gagné. Donc ça, c'est le bureau de transfert technologique. Et enfin, donc, comme je vous dis, tout ça fait partie de cette infrastructure que nous allons voir.